Bonjour, merci à vous d'être venus à cette nouvelle conférence qui accompagne l'exposition consacrée à l'art de la paix au Petit Palais, que je vous encourage vivement à aller voir, qui est une très belle exposition. Il y a une petite erreur dans le programme, une erreur de mon fait. Donc ce n'est pas Isabelle Dasque aujourd'hui, elle parlera la semaine prochaine, mais c'est Renaud Mels, que je suis ravie d'accueillir, qui est maître de conférence à l'Université de Polynésie française, et dont vous pouvez lire la biographie de Saint John Perse ou les travaux sur les écrivains diplomates. Mais il travaille aussi sur l'opinion face à la diplomatie, et c'est de ça qu'il est venu nous parler aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter les conférences qui sont en ligne. Comme cette année, vous le savez, la nouveauté, c'est que nous filmons les conférences. Ça prend un peu plus de temps, mais elles seront très bientôt sur la page du comité d'histoire sur le site de la ville de Paris. Donc tout de suite, Renaud Mels, Marcher avec l'opinion, les diplomates et l'opinion publique sous la monarchie de Juillet. Bonne conférence. Bonjour, j'aimerais qu'on commence par une petite, peut-être pas une devinette, mais une question que j'aimerais vous mettre à contribution en fait dès le départ. La question est la suivante: est-ce que vous pourriez me citer deux démocraties qui se sont fait la guerre, deux démocraties qui se sont affrontées directement? Ah, mais quand vous voulez. Le jeu est ouvert, très ouvert. Le champ chronologique est aussi large que vous voulez. Ce qui nous renvoie tout de suite à une autre question: qu'est-ce qu'une démocratie? Mais ce sera en fonction de votre réponse qu'on pourra entamer cette deuxième discussion. Alors à quel moment? Ah non, mais alors, si vous me parlez de la guerre de 100 ans, là on ne sera vraiment pas d'accord sur la démocratie. Alors, les États-Unis et le Canada, voire avec la Grande-Bretagne sur la naissance même des États-Unis. C'est ça? Pourquoi pas? Est-ce que alors on a affaire ici à des démocraties? Qu'est-ce qui ferait que l'Angleterre ne serait pas encore une démocratie? Ou le serait? Je ne vais pas vous embêter tout le temps, hein, mais c'est pour essayer de voir que cette question, qui est sous une période qu'on ne connaît pas toujours très bien, la monarchie de Juillet, est en fait au fondement de beaucoup de nos systèmes d'organisation de sécurité aujourd'hui, et ce qu'on appelle parfois un peu en sciences politiques communément la théorie de la paix démocratique, qui veut précisément, qui voudrait, qui est peut-être une vision un peu idéaliste, c'est la branche idéaliste hein, des sciences des relations internationales, que les démocraties ne se font pas la guerre. Et cette idée que les démocraties ne se font pas de la guerre, qu'on trouve très couramment dans l'histoire, et on va essayer de remonter justement à cette période qui est à mon avis décisive, on la trouve dans la bouche de Bill Clinton par exemple, quand il était président des États-Unis. Il redisait: les démocraties ne se font pas la guerre, donc il faut qu'on généralise la guerre. Dans notre intérêt à nous, démocratie, si on généralise le système démocratique, il y aura moins de guerre parce que les démocraties ne se font pas la guerre. Un autre Américain très célèbre, le président Wilson, fait entrer les États-Unis dans la guerre avec l'idée qu'on fait la guerre pour justement installer définitivement des démocraties en Europe pour éviter qu'il y ait une nouvelle guerre. On sait le succès qu'il a eu. Enfin, il a eu un succès quelques années. Hein. C'est vrai que l'Europe, qui n'était pas massivement démocratique avant la guerre, l'est largement. Et on va dire que jusqu'au milieu des années 20 à peu près, le système démocratique wilsonien fait que l'Europe évite des conflits en son sein. Et puis les choses se désagrègent. Ça nous renvoie à plein de mauvaises impressions actuelles, hein, sous cette Europe orientale qui se défait de la démocratie et qui immédiatement nous donne des inquiétudes sur les relations internationales. Donc Wilson, Clinton, mais si on remonte, enfin Clinton, Wilson, si on remonte encore plus loin, celui qui, si vous avez visité d'ailleurs l'exposition, il est évidemment cité, celui qui a théorisé, mais il ne l'aurait évidemment pas appelé théorie de la paix démocratique, c'est Emmanuel Kant, le philosophe qui, vraiment à l'apogée des Lumières, en 1795, dans un opuscule qui est très dans le goût de ces Lumières, qui réfléchit aux moyens de trouver une paix perpétuelle, avait considéré, non pas que s'il n'y avait que des démocraties, il est tout à fait anachronique de penser que Kant était démocrate, on reviendra sur le mot de démocrate. Pour Kant, la démocratie, c'est le pouvoir aux idiots d'une certaine façon, c'est la démagogie, c'est très souvent hein, dans les esprits éclairés de l'époque, la notion de démocratie, c'est quasiment synonyme avec la démagogie. D'ailleurs, quelque chose qui reste un peu présent chez certains aujourd'hui. Mais c'est donc pas l'idée que la généralisation de la démocratie, mais la généralisation des systèmes républicains, c'est-à-dire des constitutions où on sépare les pouvoirs,
et où il y a une recherche collective d'un bien commun qui devrait permettre, d'après Kant, de sortir de cet état naturel qui est la guerre, pour non pas avoir une paix provisoire, mais établir une paix définitive. Donc, c'est vraiment en 1795 Emmanuel Kant qui, par exemple, dans cet opuscule, dit « Quand on exige l'assentiment des citoyens pour décider si une guerre doit avoir lieu ou non, il n'y a rien de plus naturel que, étant donné qu'il leur faudrait décider de supporter toutes les horreurs de la guerre, les citoyens réfléchissent beaucoup avant de commencer un jeu aussi néfaste. » Donc il y a bien l'idée chez Kant que les guerres sont décidées par ceux qui peuvent y trouver des intérêts, éventuellement en subir des inconvénients, mais pas y laisser leur peau sur le terrain de jeu. Donc cette idée, elle est exprimée en 1795 et elle va, d'une certaine façon, avoir une postérité pas très heureuse dans les années qui suivent. On est finalement en plein, vous savez, au tout début de ce qu'on appelle les French Wars, ces guerres napoléoniennes, enfin révolutionnaires puis napoléoniennes, qui durent un quart de siècle. Donc on ne peut pas dire que dans l'immédiat, Kant ait vu la réalisation de son projet. Mais pour reprendre la proposition de monsieur et essayer de savoir ce qu'on peut entendre par théorie de paix démocratique, il faut revenir sur cette notion de démocratie et en tout cas d'appropriation par les citoyens de leur destin qui pourrait généraliser la paix parce que les gens n'auraient pas intérêt individuellement et collectivement à ce qui est la guerre. Et on voit bien que dans la phrase que je vous ai citée de Kant, qui parle de l'assentiment des citoyens, il y a une notion qui transcende finalement la question de la constitution républicaine ou des institutions représentatives démocratiques, c'est la question de la publicité des décisions et de l'adhésion du public à cette décision. C'est pour ça que j'ai choisi de remonter la généalogie de cette question de la paix démocratique au moment où l'opinion publique commence à devenir, dans certains pays, partie prenante du jeu politique. Donc ce que je vous propose pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous dire ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas si vous avez le ventre vide ou plein, mais on va essayer de réfléchir ensemble à cette période où au moins dans deux pays, la France et la Grande-Bretagne, l'opinion publique devient sinon le fondement de la souveraineté, au moins le fondement de la légitimité du pouvoir. C'est un moment où le pouvoir politique ne peut plus s'exercer sans rendre des comptes à un public. Mais évidemment, cette notion d'opinion publique, même si on devait la définir aujourd'hui, elle est très confuse, elle est très évanescente. Il y a un auteur anglo-saxon qui parle du fantôme de l'opinion publique. Et donc, on ne va pas s'embarquer dans cette histoire sans essayer de comprendre ce qu'était l'opinion publique pour les gens de la monarchie de Juillet et ce que nous, aussi objectivement que possible, comme historiens, on peut essayer de considérer qu'elle est objectivement, c'est-à-dire à la fois comme une idée, il y a tout un discours sur l'opinion publique, mais aussi comme une réalité sociale. Cette idée, elle s'incarne dans quoi? C'est quoi l'opinion publique? Est-ce que c'est les 10 rédacteurs en chef des 10 journaux parisiens ou est-ce que c'est la totalité des gens qui savent lire? Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps qu'on réfléchisse, alors ce sera la dimension un peu la plus abstraite, peut-être la plus sévère du propos, sur ce qu'est l'opinion publique en Europe dans le premier 19e siècle, d'une façon générale, mais surtout telle qu'on peut l'appliquer à la question des relations internationales. Comment l'opinion publique se saisit des questions de politique étrangère dans chaque pays, et est-ce qu'il n'y a pas même déjà, peut-être qu'on est anachronique, mais on verra que non, des courants d'opinion qui transcendent les frontières nationales, à travers, vous savez, ce que Habermas appelle un espace public de discussion. Est-ce qu'il existait déjà, dans l'Europe du 1er 19e siècle, une possibilité de discuter d'opinion à opinion, par exemple, entre les Anglais et les Français, puisque, encore une fois, ça sera l'espace franco-britannique que je vais privilégier. Et puis, une fois qu'on aura essayé de considérer comment les savants, comment les hommes d'État, les diplomates eux-mêmes perçoivent l'opinion publique, comment nous, on peut essayer de la définir objectivement, je vous proposerai dans un deuxième temps d'essayer d'examiner justement précisément le rôle de cette opinion publique dans une des grandes crises internationales qui aurait pu déclencher une guerre, qui d'ailleurs en a en partie déclenché une, même si elle est relativement oubliée pour nous, Français, à savoir une des révolutions de 1830. Alors, on aurait pu parler de la Révolution française, des Trois Glorieuses, j'en parlerai latéralement. On aurait pu parler
de l'émancipation polonaise, qui a lieu une année plus tard, mais je vais plutôt vous parler de la question belge, parce que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait oublié, et c'est un travail que je suis en train d'accomplir, et qui, j'espère, va se terminer par un bouquin. La Révolution belge est peut-être le moment, ou bien avant Wikileaks, etc., on a une tentative de diplomatie, qu'on pourrait dire de la place publique, de diplomatie qui se fait au grand jour, où les négociations sont rendues publiques, non pas la satisfaction de toutes les diplomaties, vous verrez que les Français et les Anglais en sont fort maris, et où l'opinion publique est non seulement prise à témoin de ce qui se passe sur le dos finalement des hommes d'État belges qui n'existent pas vraiment, puisque leur État revendique l'indépendance, l'émancipation par rapport au royaume des Pays-Bas, mais l'opinion publique, plus que cela, essaye de dire ce qu'elle veut et de l'imposer. C'est un exemple qui est méconnu, qui est oublié et qui n'a pas eu de postérité d'une certaine façon, mais qui, je pense, a un avenir, a toujours un avenir, cette revendication de l'opinion, d'être de plus en plus exigeante dans sa connaissance des négociations. On le voit peut-être, par exemple, avec les grandes négociations autour du climat. Mais c'est un phénomène qui, finalement, n'a pas connu le développement qu'il aurait pu connaître. Donc ça me paraît particulièrement intéressant de revenir sur cette page un peu oubliée. Alors, premier temps de mon propos, quelle est l'opinion publique? Qu'est-ce que c'est que cette opinion publique en Europe dans le 1er 19e siècle? Et quel est son rôle, cette intruse, c'est pas tout à fait inédit, mais c'est quand même assez nouveau que l'opinion publique vienne à faire irruption dans les relations internationales. Alors d'abord, dans un premier temps, voyons ce qu'en disent les savants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je vais essayer de comparer ce qui se passe en France et en Grande-Bretagne, ce qui est une façon, et vous verrez que ça converge relativement, en tout cas que ça échange et que ça dialogue, ce qui montre que, par exemple, au moins dans la sphère académique ou dans la sphère savante, il y a une république des lettres, enfin c'est pas une grande nouveauté, vous le saviez, qui fait exister de facto un espace public partagé, au moins savant. On peut dire qu'en Grande-Bretagne, l'idée d'opinion publique est complètement présente. D'abord, le mot opinion publique, ça c'est assez amusant, intéressant, apparaît dans les principales langues européennes, anglais, allemand, français, italien, au même moment, à peu près vers le milieu du XVIIIe siècle. Alors, pas revenir sur la genèse, mais enfin si, peut-être en deux mots quand même, c'est intéressant de dire la notion d'opinion publique, les historiens modernistes sont à peu près d'accord pour considérer qu'aujourd'hui, c'est une notion qui va migrer progressivement des questions esthétiques ou des questions privées, à savoir comment arbitrer un bon spectacle d'un mauvais, qui va dire est-ce que le public est capable de dire mieux qu'une petite élite, une petite académie, si une pièce de tel ou tel auteur est bonne ou mauvaise. Donc ça c'est pour les affaires esthétiques. Et l'opinion publique va être considérée également comme un arbitre ou un contre-arbitre en matière judiciaire face à l'injustice de certains procès qui est patente, puisque des aristocrates se trouvent exonérés de toute peine face à leurs victimes bourgeois. Il va y avoir profusion dans le 2e, 18e siècle de libelles qui vont fictionniser, qui vont raconter d'une façon un peu romancée ces procès pour prendre à témoin l'opinion publique et essayer d'avoir un arbitrage de l'opinion qui compense l'arbitrage néfaste, injuste, arbitraire des autorités judiciaires. D'accord ? Donc ça, on peut dire que c'est l'archéologie de la notion d'opinion publique en dehors de la sphère proprement politique au XVIIIe siècle. Ce qu'on voit au début du XIXe siècle, de part et d'autre de la Manche, c'est qu'il y a un consensus pour politiser la notion d'opinion publique et considérer qu'elle existe d'une façon de plus en plus massive. Non pas quelques salons qui vont faire ou défaire une réputation, non pas quelques bourgeois éclairés qui vont contrebalancer un mauvais jugement, mais d'après le plus conservateur peut-être des Whigs anglais de l'époque, Edmund Burke, que vous connaissez sans doute pour ses essais contre-révolutionnaires, très hostiles à la Révolution française, donc c'est pas le plus libéral, c'est certainement pas un républicain, le plus radicaux des Anglais de l'époque. Au tournant du 18e et du 19e, il considère que sur les 8 millions de Britanniques, il y a environ 400 000 Anglais qui constituent l'opinion publique anglaise parce qu'ils sont capables, ils sont suffisamment instruits pour s'informer, pour débattre des affaires publiques en lisant la presse. Au même moment,
un radical, quelqu'un qui serait à l'extrême gauche sur l'échiquier politique britannique, comme John Jebb, considère tout simplement que l'ensemble des adultes, alors avec cette réserve quand même déjà masculin, l'ensemble des hommes constituent l'opinion publique britannique. Et donc, il n'y a pas de discussion, même en Grande-Bretagne, d'une certaine façon, sur l'existence d'une opinion publique et sur son importance. Avec évidemment des questions techniques que pose par rapport à, vous savez que l'horizon, ou comment dire, l'arrière-plan de toute réflexion sur la démocratie, sur la République, c'est l'Antiquité à cette époque. Et donc la question, c'est de se dire, mais comment est-ce que cette opinion publique peut être opérationnelle? Comment est-ce qu'elle peut vraiment arbitrer des affaires collectives, sachant que nous ne sommes pas quelques milliers de citoyens grecs ou romains sur l'Agora ou sur le Forum, mais des millions? Eh bien, James Mill, qui est le père du plus fameux John Stuart Mill, dans un commentaire de la démocratie en Amérique de Tocqueville, explique « Les journaux et les chemins de fer sont en train de résoudre le problème qui consiste à amener la démocratie anglaise, comme celle d'Athènes, à voter simultanément sur une seule agora. Et par les mêmes moyens se trouvent effacées les distinctions locales qui rendaient une partie de la population étrangère à l'autre, faisant de nous, plus que jamais, ce qui est la première condition d'une opinion publique puissante, un peuple homogène. » Donc le chemin de fer et le journal sont considérés par les penseurs britanniques comme des réponses technologiques qui permettent non seulement d'unifier un marché, mais de créer aussi un espace public de discussion qui peut faire discuter aussi bien un fermier du nord de Manchester avec un industriel de Birmingham, d'intérêts qui sont finalement collectifs. En France, la notion d'opinion publique est très compliquée, je pense, par l'épisode révolutionnaire. Ce qui chagrine les penseurs, les savants français, c'est finalement la contradiction entre la notion d'opinion qui renvoie plutôt à l'idée de diversité, chacun a le droit de se faire une opinion, et la notion de public qui, par définition, met l'accent sur le commun. Donc c'est presque, pas un oxymore, mais enfin, les deux mots ont tendance à fuir dans deux directions opposées. Alors, il y a plusieurs réponses à ce problème. Certains vont dire, écoutez, l'opinion publique, c'est en fait pas tellement une instance de délibération collective, ce qui pose des tas de problèmes techniques, que d'une certaine façon la représentation du pays. Donc, mon idée, je ne vais pas insister là-dessus beaucoup, mais c'est qu'il y a une dissociation en France entre deux natures ou deux définitions de l'opinion publique, une qui est essentiellement identitaire et qui vise moins à être un espace de discussion qu'une représentation du peuple, qui est d'autant plus nécessaire que le suffrage censitaire, vous le savez, sous la monarchie de Juillet, réduit, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, considérablement l'extension du pays légal. Il y a un bien plus grand nombre de personnes qui se sentent capables de traiter des affaires qu'il y a d'électeurs. Donc cette notion plus représentative que délibérative de l'opinion publique permet de résoudre un petit peu cette tension. Reste que cette opinion publique est toujours dans cette tension, et pour résumer un petit peu les choses, je vous dirais qu'il y a deux réponses, et à mon avis c'est intéressant de voir les réponses du début du XIXe siècle en France, parce que je pense qu'elles travaillent un petit peu encore notre inconscient. Vous avez en gros les libéraux, qui soient modérés ou assez progressistes, qui ont une conception assez à l'anglaise de l'opinion publique en France, au 1er 19e. Par exemple, Pierre-Louis Roederer, qui pourtant a eu des fonctions administratives. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet auteur qui a été assez connu à l'époque, il l'est moins aujourd'hui. Il a eu, sous le consulat en 1802, la charge d'un ministère de la direction de l'esprit public. Donc il s'agissait très clairement de considérer qu'il y avait bien une opinion publique, mais qu'il fallait la diriger, qu'il fallait la modeler. Donc une vision plutôt autoritaire de l'opinion publique. Mais dans ses écrits, et surtout postérieurement, au tout début de la monarchie de Juillet ou surtout sous la Restauration, Roederer définit finalement l'opinion publique comme le règne de la diversité, mais d'une diversité qu'il faut accepter et qu'il faut accompagner, parce que si on a la liberté de la presse, cette diversité peut s'exprimer et on arrive à une forme de vérité relative par confrontation des points de vue. Donc vous avez, avec cette théorie libérale de l'opinion publique, une conception qui accepte la diversité et qui accepte qu'on mette un S finalement à opinion. L'opinion publique n'est jamais que la somme ou la confrontation, le lieu conflictuel mais vivant de différentes opinions.
Et puis vous avez aux deux extrêmes, et je pense que ça c'est une constante de l'histoire de la République française par la suite, les légitimistes, ceux qui ne se résolvent pas au libéralisme, et les républicains, qui sont parfois des alliés objectifs sous la monarchie de Juillet, deux extrêmes qui veulent insister plutôt sur la notion de public, qui considèrent que l'opinion doit être prise en charge d'une certaine façon par l'État, que l'opinion publique doit être unifiée. Donc on voit ça aussi bien chez un légitimiste qui, à mon avis, n'a pas eu c'est toujours, quand on fait le catalogue des penseurs de l'époque, c'est toujours difficile de savoir quel est leur impact. Nous, on lit un livre, ça nous paraît très clair, mais peut-être qu'il a été lu par personne. En l'occurrence, je vous parle d'un monsieur qui s'appelle Massabio, je pense que personne n'a jamais entendu parler ici, qui a écrit, qui survivait avec un emploi de bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et qui a écrit un livre qui dit bien ce qu'il veut dire, la liberté de la presse impossible avec le système représentatif, qui considère qu'il faut qu'il y ait une autorité publique qui va conduire l'opinion générale, qui va la diriger, qu'en fait, il veut bien une liberté de la presse, mais avec une police de la pensée qui garantisse l'unité de l'opinion publique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre extrême, dans le dictionnaire politique, qui est un ouvrage collectif du début des années 1840, qui est rédigé par des républicains ou des quasi-républicains, le directeur, c'est un républicain, c'est Panière. La préface est Garnier-Pagès. Donc, vous voyez, on est dans les confins du libéralisme et des républicains. Voilà ce qu'ils disent à l'entrée, non pas opinion publique, parce qu'elle n'est pas définie, mais dans une autre entrée qui est tout simplement opinion. Et qui pointe cette divergence qu'il faut résoudre. La liberté d'exprimer son opinion, voilà le droit de l'individu. La liberté de juger les opinions individuelles, voilà le droit de la société. Ces deux droits, dit-il, mais c'est pas si simple, au lieu d'être hostiles, sont au contraire inséparables. On va voir que sa réponse, elle est une drôle de façon de les réconcilier. Qui blesse l'un, blesse l'autre. La question est maintenant de savoir quel est le meilleur moyen de mettre en place ce double droit, d'assurer la liberté des opinions individuelles et de faire prévaloir la souveraineté de l'opinion publique. Et je ne rentre pas, si vous voulez, dans la suite de cet article, mais sa réponse, c'est clairement de dire qu'il est légitime que l'État conduise l'opinion pour unifier la vision de ce qui est bon pour le pays. Voilà pour quelques théories savantes, si vous voulez, qui vous montrent que la notion d'opinion publique est devenue assez courante chez les penseurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de prendre quelqu'un qui appartient aux deux mondes, à la fois académique et politique, qui est François Guizot, qui est une autre des personnalités qui est citée dans la belle exposition que vous avez peut-être vue. Alors, la phrase, si vous l'avez vue, l'exposition qui est citée de Guizot est très éclairante, parce que voilà un adversaire, en tout cas, cette citation en fait un des adversaires les plus limpides, les plus résolus de la théorie de la paix démocratique. Je ne sais pas la citation exacte en tête, mais si vous voulez revoir l'exposition, vous la reverrez. On dit que la paix perpétuelle est un leurre, une utopie qu'on ne verra jamais, que la réalité des relations internationales sont les rapports de force et que ce qu'il appelle le droit des gens, qu'on appellerait le droit international, subit perpétuellement des empiètements. Donc François Guizot, lui, croit en la réalité sociale de l'opinion publique et il est bien convaincu, surtout quand il est dans l'opposition et qu'il est, sous la Restauration, un prof de la Sorbonne qui peut écrire des choses très, très libres, d'ailleurs ce qui lui vaut de voir son poste interdit pendant quelques années. Il écrit dans un livre contre la peine de mort que la notion de peine de mort en matière politique n'a aucun sens parce que la reine du monde, c'est désormais l'opinion. Donc comment est-ce que vous voulez mettre à mort une opinion? Donc, vous pouvez tuer quelqu'un qui a eu cette opinion, mais l'opinion est insaisissable, on la retrouve partout. Donc quelqu'un comme François Guizot, qui est très hostile à l'idée de souveraineté populaire, qui n'est pas du tout un démocrate, reconnaît néanmoins l'existence de l'opinion publique et se pose la question immédiatement à la suite, avec tous ses petits amis les doctrinaires, oui, mais alors, quelle est la consistance sociale de cette opinion publique? Comme elle a un pouvoir important, il faut l'instruire. Et donc le corollaire, et en cela il est quand même un disciple de Condorcet et des personnes les plus éclairées du XVIIIe siècle, c'est une loi sur l'instruction. Et vous savez peut-être qu'on nous rabâche beaucoup les oreilles avec la loi évidemment très importante, les lois très importantes de Jules Ferry, mais c'est François Guizot qui, en 1833, fait la première grande loi sur l'instruction publique qui va réduire massivement l'analphabétisme en France. Cette loi prévoyant que dans chaque commune de plus de 500 habitants, il y ait une école communale pour les garçons et dans chaque département, une école normale qui forme les instituteurs qui seront appelés à y enseigner. Donc le corollaire de l'idée que l'opinion publique est le dépositaire d'un pouvoir réel important et légitime l'autorité politique, c'est l'instruction pour éclairer cette opinion. Maintenant, voyons
un peu plus rapidement peut-être, le rôle que les savants prêtent à l'opinion publique dans les relations internationales. Alors, c'est difficile de réifier les choses, enfin, vous voyez, de schématiser à l'excès, parce que là encore, on a des livres et on ne sait pas qui les a lus, quel impact ça a eu, qu'est-ce qui vraiment précisément de l'opinion publique de l'époque était courant de penser. Mais il y a quelque chose qui est intéressant en termes de circulation de notions, d'idées de part et d'autre de la Manche, c'est de voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, le grand libéral qui est Jeremy Bentham formalise l'idée d'un plan de paix perpétuelle, lui aussi. En fait, son plan paraît avant celui de Kant, même si Kant ne fait pas mention, je ne sais pas s'il a lu celui de Bentham. Mais donc Bentham fait en anglais un plan d'une paix universelle et perpétuelle qui sera traduite en français seulement en 1839 et qui va là très clairement avoir un impact dans la discussion entre savants français, mais qui je pense est connu avant, qui dit qu'en gros, ce qu'il va falloir pour une paix perpétuelle, c'est qu'il y ait un arbitrage universel d'un tribunal de la paix. Et ce tribunal de la paix, qui serait une institution européenne, aurait une loi qui serait efficace. Comment ? Non pas parce qu'elle aurait une espèce de gendarmerie internationale, je ne sais quel casque bleu, mais parce qu'elle rendrait public ses avis. Et s'il y avait la liberté de la presse dans tous les États européens, la seule publicité de ces avis suffirait, on voit que c'est un philosophe, suffirait à ce que ces avis soient suivis des faits. On retrouve cette idée que l'opinion publique est sinon le promoteur de ce qui doit être bon ou pas, mais en tout cas la condition qui permet au jugement d'une institution qui garantirait le droit international d'être respecté, chez Saint-Simon. Vous connaissez, je pense, le Saint-Simon, le versant économique et social de Saint-Simon, qu'on classe parmi dans cette étiquette un peu vague et à mon avis malheureuse des socialistes utopiques, mais on connaît beaucoup moins un autre Saint-Simon qui est pourtant très intéressant, qui, au moment du congrès de Vienne, écrit, sans doute avec l'aide d'Augustin Thierry, qui est déjà son disciple, une plaquette pour les diplomates qui partent au congrès de Vienne, pour leur expliquer comment ils vont réaliser une paix durable, puisque c'est un des objectifs de tous les diplomates, quelles que soient les puissances qu'ils représentent au Congrès de Vienne, et quelles que soient leurs tendances de pays plus ou moins autocratiques ou libéraux, ils veulent évidemment fonder la paix. Et donc Saint-Simon, reprenant, je ne sais pas s'il a lu Bentham, fait également reposer l'idée d'une paix européenne sur l'autorité de l'opinion publique. Il repense aux différents projets de paix perpétuelle, notamment celui de Saint-Pierre, etc. Il dit aujourd'hui, il n'y a plus une autorité incontestable, surtout dans l'Europe post-réforme, comme celle du pape. Donc, il faut organiser l'Europe en essayant de créer, là aussi il est très proche de Kant, des États constitutionnels, des régimes parlementaires, et d'avoir une autorité générale qui jugerait des problèmes, et cette puissance, là encore, c'est l'opinion publique. Alors, il va un peu plus loin que Bentham, il se pose la question de l'existence réelle de cette opinion publique. C'est toujours le problème de la fonction, et, enfin comment est-ce qu'on crée l'opinion publique ? Est-ce que c'est elle qui se crée toute seule, ou est-ce qu'on peut créer une institution ? Et donc, Saint-Simon a une proposition qui n'est pas si inintéressante ni inactuelle, c'est de créer une instruction publique dans l'Europe qui serait commune à tous les pays européens, sous l'autorité d'un Parlement européen, et qui créerait une forme de morale commune. Pas seulement, si vous voulez, des avis politiques communs, mais vraiment une forme de code de raison pratique, si vous voulez, partagé, avec des principes européens qui pourraient, selon lui, être suffisamment intégrés et harmonieux pour que, finalement, il y ait une opinion publique européenne qui réagisse comme l'opinion publique d'un pays réagirait, c'est-à-dire d'un seul mouvement. Bon, l'idée, je ne sais pas si les diplomates ont lu la plaquette qu'on a déjà bien du mal à trouver aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, mais en tout cas, l'opuscule de Saint-Simon tombe un peu à plat parce que, finalement, ça correspond à une période où l'idée libérale et d'intégration de l'Europe sur les idées libérales révolutionnaires françaises connaît un terme, et où, en termes, si vous voulez, géopolitiques, l'Europe va se fractionner de plus en plus entre la première entente cordiale franco-britannique
et les puissances centrales. Et cette fracture géopolitique, c'est évidemment pas un hasard, correspond à une fracture idéologique entre une Europe libérale et une Europe qui ne désavoue pas forcément les Lumières, mais qui reste encore très largement despotique. Donc cette idée va un peu disparaître, et d'ailleurs quand on voit chez d'autres penseurs des théories de la paix perpétuelle, la notion d'opinion publique européenne, d'opinion publique internationale comme arbitre s'efface progressivement. Et du coup, chez les autres penseurs français, alors je ne vais pas vous faire, parce que ça durerait trop longtemps, un panorama complet de cette notion d'opinion publique européenne chez les différents penseurs de la monarchie de Juillet, ce qu'on voit globalement chez les Français, c'est que cette notion existe, mais elle existe davantage comme une espèce de projection de l'opinion publique française. On considère que l'opinion publique européenne n'est jamais que la prise en compte par les pauvres peuples moins avancés que les Français de ce que veulent les Français pour l'Europe, parce que les Français sont plus éclairés, donc ils savent ce qui est bien pour l'Europe. Donc c'est finalement, très paradoxalement, des libéraux, des gens, voire des républicains, qui pensent que les Français pensent mieux que les autres peuples et peuvent penser pour eux. C'est d'ailleurs une idée qui est très largement partagée aussi chez les penseurs anglais, qui considèrent qu'il n'y a qu'une vraie opinion publique européenne, c'est l'opinion publique anglaise, parce que c'est là que la liberté de la presse est la plus avancée, et que du coup, c'est le seul espace de discussion réel, et qu'il faudrait, pour que l'Europe soit en paix et heureuse, suivre les idées de l'opinion publique anglaise. Je vous donne quand même un exemple, parce qu'il est bien ronflant, mais bien sympathique quand même, de penseurs que vous connaissez qui théorisent cette idée que l'opinion publique européenne n'est jamais que l'émanation de la pensée française, c'est Victor Hugo. Au moment où il rentre à l'Académie française en 1941, voilà ce qu'il dit. Pendant 25 ans, la France a imposé ses armes à l'Europe. Bon, c'était l'Europe révolutionnaire par les armes. Depuis 25 ans, elle lui impose ses idées. Par sa presse, elle gouverne les peuples. Par ses livres, elle gouverne les esprits. Là, il termine par cette idée qui est une intuition très moderne que tous les communicants d'aujourd'hui connaissent et qu'ils appellent d'un vilain mot anglais l'agenda setting, c'est-à-dire cette capacité que certains ont à créer l'événement et à dire de quoi on va parler. Si vous avez écouté hier le débat entre les Républicains, vous avez peut-être entendu que François Fillon disait qu'il avait gagné parce qu'il avait réussi à remporter la bataille idéologique et à parler des thèmes qui lui concernaient. Victor Hugo dit en 1841 « C'est la France qui rédige l'ordre du jour de la pensée universelle. Ce qu'elle propose est à l'instant même mis en discussion par l'humanité tout entière. Ce qu'elle conclut fait loi. » Voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus, mais ce qui est intéressant, dans un monde où les penseurs ne se citent pas beaucoup entre eux, il n'y a pas ce réflexe académique qu'on a aujourd'hui quand on discute une thèse, on commence par faire l'état de l'art et de dire un tel pense ceci, etc. Mais que vous preniez les fourriéristes, que vous preniez les saint-simoniens, que vous preniez différentes tendances socialistes, on retrouve perpétuellement cette idée qu'il faut gouverner l'Europe par l'opinion, la pacifier par l'opinion, mais que c'est l'opinion française qui doit l'inspirer et la conduire. Je ne résiste pas quand même à une petite citation, c'est celle de Victor Considérant, un fourriériste en l'occurrence. « C'est une vérité, c'est une chose certaine que le sort de l'Europe est entre les mains des directeurs de 10 principaux journaux de la capitale. » Et quand il parle de la capitale, il parle de Paris, bien sûr. Et que si ces 10 hommes le voulaient, pendant 3 mois, cette politique qui appartient à tous les partis parce qu'elle est française, qui appartient même à tous les peuples parce qu'elle est humaine, parce qu'elle est française, cette politique se verrait prochainement et infailliblement instaurée en Europe. Vous voyez, il y a une foi énorme en la capacité de créer une dynamique européenne, un espace public européen qui reprendrait les idées françaises, mais qui ne peut se dilater que pour autant qu'il y ait de la liberté de la presse. Et à peu près tout le monde s'accorde en France et en Angleterre pour dire que le monde germanique est un peu dans les marges de cet espace public européen et qu'avec les Slaves, ça dégénère. Par exemple, les Anglais disent dans un fort article sur la liberté de la presse, il ne peut y avoir d'opinion publique que dans les pays libres. En Russie, en Espagne, en Portugal, en Turquie et dans tous les États soumis au despotisme, il n'existe pas d'opinion publique parce que personne ne peut y exprimer librement ses opinions. Et parce que les actes du gouvernement restent ignorés de la nation. Alors, ça c'est dans la sphère académique. Maintenant, l'opinion publique, comment est-ce que les hommes politiques en général et les diplomates en particulier l'appréhendent? Ils sont là aussi relativement unanimes à considérer qu'elle existe et relativement unanimes
à considérer qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse, mais elle a un mal nécessaire en matière de politique étrangère. On peut dire, pour simplifier les choses, que le peuple est dangereux quand il manifeste, c'est l'insurrection, et que l'opinion publique est dangereuse, mais elle l'est beaucoup moins, parce que quand elle se manifeste dans un espace public abstrait. Et donc, la tendance, que ce soit en France ou en Angleterre, c'est de laisser une grande liberté à la liberté d'expression et à la possibilité de s'exprimer, et de restreindre, à l'inverse, la liberté de manifestation. L'opinion publique, c'est une démocratie virtuelle qui ne menace pas directement l'ordre public. Mais évidemment, ils ne sont pas naïfs, et ils savent très bien, en France comme en Angleterre, qu'il y a une corrélation, qu'il y a un lien entre les deux. Et si vous lisez, par exemple, les rapports admirables tenus quotidiennement par le préfet de police à Paris et par tous les préfets en France, vous voyez qu'il y a une inquiétude constante que l'agitation de l'opinion publique par la presse réveille le peuple, pardon, quel joli lapsus, s'il y avait un peuple européen, réveille le peuple et le fasse soudain advenir sur le lieu public. Je vous lis par exemple un extrait de rapport. « La classe ouvrière est mal disposée et hargneuse. Tous les moyens propres à l'agiter sont employés par le Parti républicain qui redouble d'activité pour fomenter des désordres. Les écrits de ce parti deviennent de plus en plus incendiaires. Le grand mal est dans les journaux, lesquels, sauf les débats et la presse, sont tous hostiles au gouvernement. » Un préfet du Nord. Dans le département du Nord, les doctrines subversives de l'ordre social se répandent moins par les menées ténébreuses des sociétés secrètes que par le langage perfide et passionné des journaux. Donc les hommes politiques se méfient de cette opinion publique, même s'ils la préfèrent à la manifestation, à la démocratie directe, on pourrait dire, qui fait toujours peur aux hommes politiques. Là aussi, je vous renvoie à l'exposition. Vous verrez, il y a des petites bornes avec plusieurs hommes politiques qui parlent, et vous verrez peut-être qu'il y a Hubert Védrine, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant et admirable, et on lui pose la question de savoir quelle confiance il a dans le modèle européen. Il dit il y a une crise de la démocratie, et ce qui la menace peut-être le plus, c'est l'envie de démocratie directe, et préférons à cela, puisqu'il y a une crise de la démocratie représentative, la démocratie participative. Donc cette angoisse, je ne dis pas qu'elle est infondée, mais cette angoisse de la démocratie directe, elle est permanente chez les hommes politiques, et donc on lui préfère toujours une participation, que ce soit par différentes institutions ou par l'institution informelle qu'est la presse. Ce que les hommes politiques craignent déjà à cette époque, c'est l'accélération du temps. Le temps médiatique, l'opinion publique qui gouvernerait, ce serait, et d'ailleurs c'est marrant, c'est amusant, Hubert Védrine dit la même chose, Thiers par exemple dit « Il suffit qu'à Paris un homme d'esprit ait une idée nouvelle pour que tout le pays reçoive au moyen de la presse une impression dans le même sens. Certes, j'admire ce résultat comme un immense progrès, mais il importe de se garder des impressions du jour. Et lorsqu'on voit celles du lendemain différer à ce point de celles de la veille, il ne faut pas les subir aveuglement et en faire dépendre le sort de l'État. » Donc méfiance à l'égard des hommes politiques, de la part des hommes politiques à l'égard de l'opinion publique en général en matière intérieure, et encore plus grande méfiance en matière de politique étrangère. Les hommes politiques sont convaincus que dès que l'opinion se mêle des questions internationales, contrairement à notre point de départ, qui était de dire lorsque l'opinion sera éclairée, eh bien, elle voudra la paix, eh bien, paradoxalement, les hommes politiques français ou anglais sont persuadés que ça va avoir un effet belliciste. L'opinion publique est toujours émotionnelle, l'opinion publique est toujours patriotique, et l'opinion publique va créer des catastrophes diplomatiques. Même quelqu'un comme Charles de Rémusat, qui est plutôt un libéral assez avancé sous la monarchie de Juillet, écrit à propos d'un événement qui de fait dégénère dans la sphère de l'opinion franco-britannique partagée dans une affaire de rivalité impériale dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais qui, moi, m'intéresse parce que je réside en Polynésie, et qui est la prise de Tahiti par les Français, et qui se fait d'une façon relativement pacifique entre les cabinets français et anglais, mais qui enflamme les opinions publiques. Charles de Rémusat remarque à cette occasion, l'histoire est pleine de ces exemples d'un entraînement qui porte de grands États à la guerre et qui paraît inexplicable après la paix. Comment un tout petit événement peut provoquer la guerre? Je suis forcé d'avouer que là où l'opinion publique entre au Conseil, que dans les pays libres, le danger d'être ainsi mené à ériger les petites affaires en grandes affaires et de s'engager dans l'action pour une parole est une suite de la nécessité de tout discuter avec une publicité et une solennité égales. Breuil
qui est interpellé à la Chambre, répond « La diplomatie de tribune à tribune ne peut conduire à rien de bon ». Et même Lamartine, qui, vous savez, est un diplomate de profession, qui vient de la droite légitimiste, mais qui évolue, comme vous le savez, de plus en plus vers la gauche républicaine, dit, sous la monarchie de Juillet, alors qu'il est déjà identifié comme un libéral, à la Chambre, « Je n'aime pas les questions étrangères apportées à cette tribune. On risque toujours, en pareil cas, ou de la forfanterie, ou de la faiblesse ». Les Britanniques sont aussi assez réticents, les hommes d'État, à ce que les affaires internationales soient discutées par l'opinion, mais je dois dire qu'ils sont surtout hostiles à ce qu'elles le soient par les peuples étrangers et surtout par les Français, où ils considèrent que l'opinion publique française est plusieurs crans, plusieurs degrés en dessous de la leur en termes de maturité, en termes de rationalité. Et du coup, on voit sans arrêt les ambassadeurs anglais, les responsables britanniques, voire les éditorialistes, qui sont souvent inspirés par les hommes d'État anglais, écrire des choses de ce genre. Les opinions de l'étroite portion de la collectivité, il s'agit de la France, c'est les Anglais qui parlent, qui réfléchit, n'est que de peu de poids parmi le peuple, que la vanité nationale rend très sensible à toutes apparences de dépréciation de son influence et de son importance dans les affaires de l'Europe. Elle possède une confiance abusive et le sentiment de sa supériorité sur les autres pays. Elle nourrit une perpétuelle idolâtrie de la gloire militaire. Elle chante les souvenirs de ses exploits militaires et cherche à oublier les revers qui ont suivi. Tous ces sentiments sont flattés au plus haut point par la presse. Donc il y a une forme de complicité objective entre les hommes d'État français et anglais pour essayer de réduire au maximum la publicité, même s'il y a déjà, au début du XIXe siècle, une vraie culture de la publicité des affaires étrangères qui fait que la plupart des journalistes français vont se renseigner sur ce que vont décider leurs hommes d'État à Londres dans la presse anglaise. De sorte qu'il y a un espace public franco-britannique très fort et je dirais bien plus intégré qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous prenez un journal français, un des 5 ou 6 grands journaux parisiens de l'époque, dans les années 30-40 du XIXe siècle, vous avez en première page une revue de presse exhaustive de la grande presse britannique, traduite, et on connaît à l'époque, au jour le jour, les nuances de la diplomatie anglaise, la façon dont elle est discutée à la Chambre des communes, la façon dont elle est discutée dans l'opinion publique anglaise. C'est un état de fait qui est bien connu et intégré par les hommes d'État, qui fait que Guizot, par exemple, quand il négocie avec son homologue, que ce soit Palmerston ou Aberdeen, recommande toujours, demande, supplie presque à ses partenaires anglais de ne pas trop en dire aux communes, de ne pas trop en communiquer à ses journaux, parce que sinon c'est à sa presse qu'il aura affaire et que lui, il ne sait pas faire de la diplomatie devant la place publique. Alors, je vois que le temps file, donc j'accélère un petit peu mon propos, mais disons qu'en France, notamment, si la censure n'est pas rétablie sous la monarchie de Juillet, au contraire, il y a un article de la Charte qui prévoit d'une façon imprescriptible qu'il n'y aura plus jamais de censure en France. Il y a toutes sortes de moyens pour, sans revenir à la censure, essayer de contrôler la parole des journaux et la dilatation de cet espace public. C'est le droit de cautionnement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être propriétaire d'un journal si vous ne mettez pas en jeu une caution qui est de plus en plus considérable. Et on voit qu'après chaque incident, par exemple un attentat contre le roi, on va demander le doublement du prix de la caution. Et du coup, évidemment, une petite feuille républicaine qui émet des avis qui peuvent exister d'une façon vivace, mais qui n'ont pas de grands capitaux à l'appui de ces idées, vont bien avoir du mal à se défendre. Donc, il y a toutes sortes de... je vais quand même vous mettre une petite image, je vous ai suffisamment parlé. Mais alors l'image, vous voyez, la reproduction est très mauvaise, donc je vais vous la commenter un petit peu. Il y a toutes sortes de moyens, le timbre, la taxe, l'interdiction de la vente à crier, parce que la vente à crier va, d'une certaine façon, court-circuiter l'interdiction de manifestation et surtout court-circuiter le timbre postal. Le timbre postal peut représenter le droit d'envoyer aux abonnés les journaux en province. Vous savez qu'à Paris, on peut les trouver dans certains magasins, mais enfin, c'est surtout essentiellement un système d'abonnement à l'année, le journal à l'époque quotidien. Et donc, une façon de limiter la diffusion de la presse, c'est d'augmenter la taxe sur l'envoi postal, jusqu'à ça représente un tiers à peu près du coût pour un journal. Donc on va vendre à la criée, on va vendre directement dans la rue. Et là, l'interdiction de la criée est la réponse de l'État, non pas censeur, mais l'État qui essaye de juguler un petit peu la diffusion de la pensée. Et du coup,
tout cet effort de l'État pour contrôler la diffusion de la presse est moqué ici dans une caricature du Charivari, où on voit une espèce de recherche de l'endroit où est le siège de l'opinion publique. Et donc on voit des anatomistes qui étudient, je ne sais pas si vous voyez, une mâchoire d'un royaliste et le crâne d'un républicain. Donc on voit bien que le Charivari est peut-être plus républicain que royaliste. Un royaliste mange ou mâche ou remâche des idées nostalgiques, tandis que le républicain pense. Les libelles et les livres sont observés, une espèce de microscope, passés au crible d'un tamis par des procureurs. Il y a une vieille pancarte un peu sale qui proclame, en accord avec la charte qui est mal appliquée, que tout Français a le droit de publier ses opinions. Donc la liberté de la presse existe, mais elle est fortement contrainte par cet État qui craint perpétuellement l'idée que les dernières classes, que les faubourgs puissent discuter des questions de politique, et notamment de politique étrangère. On voit d'ailleurs chez Guizot, dans sa correspondance avec une de ses bonnes amies, qui est Madame de Gasparin, le manque complet de confiance qu'il peut avoir dans l'opinion publique, puisqu'il lui demande régulièrement de lui servir un petit peu d'informatrice sur les milieux pourtant très éclairés et mondains qu'elle fréquente. Et à chaque fois qu'il entend sa réponse, il dit que c'est absolument consternant de penser que même dans ces milieux aussi avancés, on ait des idées aussi idiotes et aussi républicaines. Donc je glisse sur ces notions pour très rapidement essayer, avant d'en venir au cas qui nous occupe, d'essayer de décrire objectivement l'étendue de l'opinion publique objective. Alors là, c'est une critique, si vous voulez, au sein même de la sphère des intellectuels de ce qu'on pourrait appeler le régime médiatique, qui voit le gobe-mouche avaler toutes les nouvelles les plus incroyables. La plus incroyable d'entre elles étant, si je me souviens bien, l'idée qu'il puisse y avoir des boursiers honnêtes ou quelque chose comme ça. Ce qui vous dit, voilà, les boursiers sont tous d'honnêtes gens. Ça, c'est la plus grosse des mouches que le gobe-mouche doit avaler. Alors, très rapidement, la consistance sociale objective de l'opinion publique, ce qui est intéressant et ce qui la renvoie à nouveau dans cette idée qu'elle est moins un lieu de délibération et de réflexion qu'une instance de représentation qui est en concurrence finalement avec la Chambre des députés, c'est qu'on a à peu près le même nombre d'électeurs que de lecteurs de journaux. Au début de la monarchie de Juillet, on a 175 000 électeurs. À la fin, à la veille de la Révolution de 48, on en a 250 000 à peu près. Les abonnements de quotidiens, c'est 80 000 dans les années 30 et c'est 160 000 en 1845. Mais évidemment, il y a un coefficient multiplicateur très fort entre les abonnés et les lecteurs. Même aujourd'hui, la presse sait bien que ces journaux sont plus lus qu'ils ne sont vendus, Dieu merci. À l'époque, il y a toutes sortes de moyens de diffuser des cabinets de lecture, des cafés, les prêts en famille, des chaînes d'abonnement, c'est-à-dire qu'on s'abonne à plusieurs et on se le partage, toutes sortes d'endroits en dehors du café, d'endroits commerciaux où on peut consulter le journal. Donc il y a plus que le corps électoral, et c'est pour ça que la presse se sent très responsable, un lectorat qui est... Alors, Michelet lui-même, dans un cours de Collège de France, considérait que c'était 150 000 personnes. Moi, je pense que c'est bien davantage que cela, non pas d'une façon permanente, mais d'une façon intermittente, au moment notamment en matière de politique étrangère, au moment de grandes crises. Quand on a une menace de guerre, on voit des diffusions brutales, nouvelles, que les préfets observent bien, des journaux. On voit que des bourgeois vont lire devant un café pour le peuple un article de journal décisif. On voit des feuilles républicaines qui vont créer des libelles ou un petit supplément à leur journal qui vont distribuer gratuitement sur les faubourgs à Paris ou dans les quartiers ouvriers à Lyon, par exemple. Alors, reste la qualité de l'information en matière de politique étrangère de ces journaux. Je vous disais tout à l'heure que les hommes d'État français n'avaient pas envie
délibérer en matière de politique étrangère, surtout de négocier en public. Et sans rentrer trop dans les détails, on peut dire effectivement il y a un écart important entre la presse britannique et la presse française. N'empêche que même dans la presse française, des questions de politique étrangère ont toujours la une, bien davantage qu'aujourd'hui. C'est un journal qui prétend s'appeler Le Monde, qui doit traiter du monde, reste, il faudra, je ne sais pas de chiffres précis, mais enfin vous savez bien que la part consacrée à l'international dans la presse française aujourd'hui est relativement réduite, en tout cas pas majoritaire. C'est l'inverse à l'époque. Les unes sont systématiquement consacrées dans tous les journaux sérieux à l'actualité internationale. Et si l'information n'est pas toujours la mieux servie, au moins le commentaire, l'opinion et l'éditorial ont une place très importante, mais encore une fois, par le détour de la presse étrangère, et pas seulement britannique. La Gazette d'Augsbourg, qui est en fait un journal très largement contrôlé par les autorités germaniques, est largement cité, mais aussi de la presse scandinave, voire de la presse latine, plus rarement américaine. Donc, on a une existence objective de l'opinion publique qu'on peut mesurer à travers un lectorat. Mais au-delà, sans rentrer dans des détails un peu fastidieux de méthodologie historique, on peut voir qu'il y a d'autres façons pour l'opinion publique de s'intéresser en dehors des journaux à l'actualité internationale. On le mesure d'abord à travers la bourse. On voit les fluctuations de la bourse qui sont très importantes en cas de conflit, mais on le voit surtout, et ça va me servir de transition pour la deuxième partie de mon propos, à travers le spectacle. On voit que le peuple s'informe, mais aussi réagit, donne son opinion sur les questions politiques étrangères, d'abord en s'habillant de certaines façons, il y a toutes sortes de codes vestimentaires qui peuvent manifester une opinion, mais surtout en intervenant dans les pièces de théâtre, en détournant un opéra qui va parler de quelque chose qui est tout à fait inactuel, d'un drame, souvent qui est un drame historique qui a plusieurs siècles déjà d'existence, mais qui est réorienté sur l'actualité. Et vous connaissez peut-être ce qui est plus qu'une anecdote, qui est le point de départ de la représentation de la Révolution belge dont on va parler maintenant. C'est au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, la représentation de la Muette de Portici, qui est un opéra dont la partition a été écrite par Aubert et dont le livret a été coécrit par Eugène Scribe et par le frère de Casimir de la Vigne, Eugène de la Vigne, qui parle d'une révolte de napolitains face au joug espagnol. Et il y a notamment un air qui chante « Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, à mon pays, je dois la vie, il me devra sa liberté ». Et à ce cri, tout le monde s'en va et va casser le journal qui s'appelle Le National. Alors en France, c'est un journal national qui est presque républicain, qui est très à gauche, mais en Belgique, c'est un journal qui en fait appartient aux autorités, qui est complètement sous l'influence du roi de Hollande, Guillaume Ier. Donc on va tout casser dans les locaux de ce journal. Ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est que l'opinion publique française, les journalistes français, ne voient pas ne voient pas la révolution belge commencer, tellement c'est courant chez eux. Non pas qu'on mette à sac tous les jours des scènes ou des rédactions, mais il est extrêmement courant que dans les opéras de Paris ou de province, dans les différentes... vous savez que le théâtre fait que vous avez à peu près, par exemple, on a mesuré pour les pièces de Dumas, 200 000 Parisiens qui ont vu certaines pièces de Dumas, c'est-à-dire... un cinquième à peu près des Parisiens ont vu. Le théâtre est une espèce de journal du pauvre, parce que le théâtre, du moins le parterre, ne coûte pas cher, et c'est un lieu de diffusion, de circulation des nouvelles et de célébration ou de rejet des décisions par rapport à l'actualité internationale. Et donc les journaux français trouvent ça tellement anodin, ce qui se passe au Théâtre de la Monnaie, qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit du début d'une révolution. Il va leur falloir plus d'un mois pour interpréter ça, non pas comme une espèce d'épisode assez classique et qui mimerait quelque chose de la vie politique française, mais comme un événement qui va avoir des répercussions internationales très importantes qu'on va voir maintenant, donc, dans notre deuxième partie, sur laquelle je vais forcément glisser un peu plus rapidement, mais je voudrais quand même vous parler de cette révolution belge de 1830 en ce qu'elle met en jeu une opinion publique qui va réclamer une publicité des débats et qui va voir l'opinion publique franco-britannique fonctionner finalement
donnant raison plutôt à Kant, d'une façon relativement conservatrice, voulant certes permettre aux Belges de devenir indépendants, puisque c'est ça l'enjeu de la Révolution belge, mais voulant autant que possible y arriver d'une façon pacifique, alors que ça pose des problèmes géopolitiques majeurs. Pour dire les choses très rapidement, la Belgique, au Congrès de Vienne, est créée non pas selon le principe de légitimité ou le principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais sur un froid principe voulu notamment par les Anglais d'équilibre des forces, des puissances, c'est-à-dire que la Belgique est donnée au Royaume des Pays-Bas pour éviter que Anvers, notamment, Napoléon disait d'Anvers que c'était un pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre, à savoir sur la Tamise et donc sur Londres. Donc éviter à tout prix que la Belgique puisse devenir française ou soit l'allié des Français. Donc là, confier au Royaume des Pays-Bas, qui était de culture, de politique, etc., plus germanique évidemment que français. Cette Belgique supporte bon an, mal an son sort, mais a un fort courant, notamment dans la Belgique catholique wallonne, un courant libéral et de volonté d'émancipation. Alors, pour résumer les choses à l'extrême, on voit deux choses. Qu'il y a en France comme en Angleterre une grande discussion pour savoir ce qu'il faut faire. Les Belges réclament leur indépendance. Le peut-on? Le faut-il? Il y a relativement consensus assez clair en France parce qu'il y a différents attendus idéologiques qui aboutissent au même sens. Si vous voulez, même les légitimistes, au nom de leur catholicisme, de même qu'ils sont sympathiques aux Polonais pour cette raison, ou aux Grecs par solidarité chrétienne, sont pour une émancipation des Belges face aux puissances germaniques protestantes. Donc il y a plutôt un consensus en France pour dire qu'il faut soutenir la Révolution belge. Mais la question, c'est est-ce que les Prussiens, notamment les Autrichiens, vont laisser cette Belgique devenir indépendante? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à la guerre pour défendre l'indépendance de la Belgique? En Angleterre, il y a une discussion beaucoup plus violente entre les libéraux radicaux et les conservateurs qui considèrent qu'on ne peut pas laisser l'insurrection décider du sort ou l'opinion publique belge décider toute seule. Il y a une règle du jeu international, il y a des traités qui ont été ratifiés. L'Angleterre elle-même a ratifié les traités du Congrès de Vienne qui ont créé la Belgique. Donc d'abord, vitalité, existence d'un espace public en France et en Angleterre pour discuter de cette question. Et ensuite, vitalité franco-britannique, c'est-à-dire, sans rentrer dans les détails qui seraient un peu longs, les théories de chaque pays sont discutées de part et d'autre avec des citations exactes et des réponses du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, non, il faut 3 ou 4 jours entre le moment où la une de Times est commentée à Paris, puis il y a une réponse. Mais si vous voulez, il y a des effets de circulation dans un sens comme dans l'autre qui manifestent l'existence sociale, réelle, si vous voulez, incarnée d'une opinion publique franco-britannique qui discute de la question. Deuxième question, est-ce que ces opinions publiques plus ou moins libérales qui se mettent plutôt d'accord pour favoriser l'émancipation de la Belgique de part et d'autre de la Manche veulent bien tenir compte de l'opinion publique belge? Oui, mais là c'est beaucoup plus difficile parce que il s'agit indirectement de savoir qui dit ce que veut l'opinion publique belge. Les journaux sont largement contrôlés par les autorités hollandaises, puis il y a une atmosphère révolutionnaire qui peut-être, sans doute, laisse les plus radicaux parler et fait taire les plus modérés. Et à partir de là, il y a un jeu très amusant et très intéressant entre les deux représentants qui sont des diplomates, mais qui n'ont pas de titre, puisqu'il n'y a pas de Belgique souveraine, qui vont informer chacun de leur gouvernement. Et dans les négociations franco-britanniques, on voit bien chaque cabinet dire, écoutez, on est obligé de suivre l'opinion publique belge, puisque nous sommes des libéraux. Or, l'opinion publique belge veut ceci ou cela. Les Anglais qui en pincent pour une Belgique certes indépendante, mais avec un roi qui serait le fils de Guillaume Ier et qui du coup maintiendrait géopolitiquement, si vous voulez, la Belgique dans l'orbite germanique, est obligé progressivement de céder face aux informateurs français qui apportent quantité de témoignages
de plus en plus convaincant de la réalité de l'opinion publique belge qui refuserait une indépendance qui se payerait d'un roi, d'un prince qui ne serait pas celui qu'ils auraient choisi. Là où ça se gâte vraiment et où on voit finalement une forme de confusion entre les intérêts des diplomates et leur opinion publique, c'est lorsque les Belges vont tenter de mener une diplomatie de la place publique pour obtenir plus que ce qui est en train de se négocier à Londres. Alors d'abord, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une conférence qui se tient entre les 5 grandes puissances, les puissances du concert européen, qui ont fait l'Europe du Congrès de Vienne. Donc ils ne peuvent pas la défaire sans créer une guerre s'ils ne se mettent pas d'accord. Au départ, Paris voudrait que ça se passe à Paris, forte de sa révolution toute récente, les Trois Glorieuses, et les instructions du roi Louis-Philippe, les instructions du ministre des Affaires étrangères, du maréchal Sébastiani, c'est de dire à Talleyrand, qui représente les Français à Londres, c'est de dire vous allez demander à ce que cette conférence soit à Paris. Et là, Talleyrand, très clairement, d'accord avec les Anglais, refuse qu'elle se tienne à Paris en disant on ne peut pas négocier, faire de la vraie diplomatie, de la diplomatie classique à Paris, parce qu'on serait l'otage d'une opinion publique qui ne cesse de déborder et de devenir un peuple séditieux. Donc l'opinion publique est quand même vue par Talleyrand lui-même comme une menace, et Talleyrand refuse avec les Anglais, et il a sans doute raison, parce que la France aurait négocié sur le reculoir à Paris, en devant sans cesse justifier de faire une diplomatie finalement prise en otage par son opinion. Donc la négociation se fait à Londres. La négociation se fait à Londres sans que les Belges ne soient le moins du monde consultés. Donc l'opinion publique belge est consultée d'une façon informelle, mais il n'y a pas de diplomate belge, il n'y a pas de représentant officiel du gouvernement provisoire belge. Et du coup, les Belges vont contourner le problème en créant une espèce de contre-lieu, si vous voulez, de négociation. Ils ne sont pas à Londres, et bien qu'à cela ne tienne, c'est à Bruxelles qu'ils vont faire leur diplomatie de la place publique. Et ils vont obtenir le soutien d'une frange très très minoritaire des Français, mais globalement on peut dire que les Français et les Anglais vont condamner deux incidents diplomatiques créés par les Belges. C'est d'abord la lecture au Congrès provisoire, enfin au Congrès, pas provisoire, mais au Congrès si vous voulez, proclamé belge, qui reste théoriquement toujours sous la souveraineté hollandaise, d'une lettre du représentant belge qui s'appelle Firmin Rogier, que les révolutionnaires belges ont envoyé comme une espèce de diplomate sans lettre d'accréditation à Paris. Il est venu à Paris, il a négocié avec Louis-Philippe, il a négocié avec Sébastiani, et en revenant, contre tous les usages diplomatiques, il lit au Congrès un rapport qui rend compte de ces discussions avec les Français, et notamment le refus, qui est réel, mais qui était confidentiel, par Louis-Philippe, de donner d'une certaine façon son fils, le duc de Nemours, pour régner sur la Belgique. Non pas qu'il y serait forcément foncièrement hostile, mais parce que, dit-il, ce serait intolérable pour les Anglais et complètement inacceptable de la part des Prussiens, des Autrichiens et des Russes, et que ça déclencherait une guerre. Et là, cette déclaration qui est rendue publique contre les usages diplomatiques crée une tempête qui crée un vrai incident diplomatique entre Paris et Londres. Palmerston a des mots extrêmement sévères face à Talleyrand, et Lord Granville, qui est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, est obligé de faire des admonestations très très violentes, et qu'il a beaucoup de mal à faire, parce que c'est quand même un diplomate de la vieille école, à Sébastiani. Deuxième incident, une lettre de Sébastiani à son représentant français à Bruxelles, qui s'appelle Bresson, qui est lu devant le Congrès belge. Elle a fuité, et elle fait connaître aux représentants belges, enfin aux députés entre guillemets belges, que les Français sont tout à fait mécontents du protocole final de la conférence de Londres qui définit les nouvelles frontières de l'État belge, mais que d'une certaine façon on ne peut pas faire mieux. Et donc l'opinion belge, mais surtout l'opinion publique européenne libérale, est prise à partie, elle est avertie que la France essaye de résister à la pression britannique, et qu'elle est bien d'accord avec les Belges pour considérer que cette façon de dessiner les frontières sans prendre en compte le vœu belge est tout à fait contraire aux principes libéraux défendus par les Français, par la Révolution, par leur monarchie nouvelle, etc.
Là encore, Talleyrand s'associe d'une certaine façon avec les Anglais pour blâmer Sébastiani, pour blâmer cette diplomatie de la classe publique, de la place publique. De sorte que Sébastiani finit, et c'est le titre d'ailleurs de la conférence, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, la marche de l'opinion, marcher avec l'opinion, Sébastiani en vient finalement à faire une très longue dépêche, il en a marre de se faire engueuler. Il se fait proprement engueuler par Talleyrand, qui a certes un prestige, une expérience bien supérieure à la sienne, et donc il rédige lui-même, elle est au ministère des Affaires étrangères, hein, cette très longue dépêche, où il dit « On dit à Londres, et non de bonne foi, qu'en montrant nos craintes pour l'opinion publique, nous montrons notre faiblesse. Je concevrais de tels reproches à Saint-Pétersbourg, mais il me semble que la politique de tous les ministères anglais a toujours été de marcher avec l'opinion. » Autrement dit, arrêtez de nous reprocher de prendre à témoin l'opinion publique, car finalement le fondement de la vie politique anglaise, c'est de prendre à témoin votre opinion publique. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas le droit de le faire, et pourquoi les Belges n'auraient pas le droit de marcher avec leur opinion, que leur gouvernement marche avec l'opinion publique? Cette idée finalement très avancée de Sébastiani, mais qui est un argument de circonstance, parce que lui-même essaye de moins possible prendre en compte son opinion dans les négociations, cette opinion très avancée est finalement défendue par très peu de monde. Elle est défendue par un député en France qui va proposer un projet de loi que désormais les négociations sur les questions belges se fassent en toute publicité à la Chambre. Et ce député est républicain, il est à l'extrême gauche, il s'appelle Eusèbe de Salvert, et il propose une loi dont un des articles est conçu ainsi. Je propose que Monsieur le ministre des Affaires étrangères soit invité à communiquer à la Chambre les pièces diplomatiques des négociations relatives aux affaires de Pologne, mais aussi d'Italie et de Belgique, et spécialement les notes remises par les ministres étrangers à nos ambassadeurs et les lettres par lesquelles le ministre les a provoquées ou y a répondu. Ce projet de loi n'est même pas discuté. En fait, il doit passer par des bureaux de la Chambre des députés et la plupart des bureaux rejettent, même les plus libéraux, ce principe d'une institutionnalisation, en fait, en France, d'une diplomatie publique. Et seuls les journaux les plus radicaux, que ce soit en France ou en Angleterre, donnent raison aux Belges en disant oui, finalement, ils sont conséquents, ils ne sont peut-être pas encore corrompus, ce ne sont pas des diplomates à l'ancienne qui sont habitués à mentir, mais aussi à trahir. Ils disent les choses comme elles sont et l'avenir est de ce côté. En fait, l'avenir n'est évidemment pas de ce côté et le règlement de la conférence de Londres se traduit par un règlement qui, certes, prend en compte marginalement l'émotion belge, mais qui est décidé par les grandes puissances, comme le raconte bien cette caricature de Daumier, où on voit évidemment des animaux qui sont symboliques. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit la ruse de la Grande-Bretagne, hein, qui est en renard, l'opulence coupable et la couardise du lièvre français. Louis-Philippe, c'est un lièvre qui n'est pas très fiable. La férocité, bien sûr, de la Russie en ours polaire, qui assujettit en passant la Pologne, et l'agressivité du chien hollandais qui voudrait croquer la Belgique attachée à un piquet appelé Liberté, et qui est évidemment représenté en dindon, en dindon de la farce diplomatique. Voilà. Bon, j'ai été très long, donc j'aurais bien aimé prolonger, mais on pourra le faire dans le cours de la discussion qui nous reste. Finalement, cet épisode ne nous apporte pas une réponse décisive. Est-ce que l'opinion publique, lorsqu'elle est prise en compte, est plutôt irénique ou belliqueuse ? Il est certain qu'une partie de l'opinion publique française, pendant cette crise, manifeste une volonté de franchir la frontière pour aller soutenir les Belges et de faire la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une crise qui finalement va marier la tradition et l'innovation, puisque une fois l'émancipation de la Belgique décidée à la conférence de Londres par les diplomates, les Français et les Anglais vont pouvoir écouter, donner libre cours à la volonté de leur opinion publique. Et lorsque les Hollandais vont rentrer dans Anvers et refuser l'émancipation de la Belgique l'année suivante, eh bien, l'opinion publique française va revendiquer une action armée pour rétablir
la nouvelle liberté, la nouvelle indépendance de la Belgique, et la France et l'Angleterre pourront donner satisfaction à leur opinion en ayant mis le droit international de leur côté et en ayant respecté les formes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour nous avoir fait comprendre cette marche plus ou moins régulière de la diplomatie avec l'opinion. Donc maintenant, la parole est à la salle. Je vous invite à poser des questions. C'est toujours la première qui est un peu difficile. Pas de questions? Ou des remarques ou des correctifs, hein. Alors moi, j'ai posé une question peut-être un peu à côté, mais vous avez évoqué la question effectivement de quelle part de l'opinion pouvait être considérée comme acceptable selon qu'elle était plus ou moins éduquée, cultivée, lectrice des journaux, etc. Quel regard est porté sur l'opinion des femmes, puisque... C'est une bonne question, mais c'est une question qui va être traitée assez rapidement. Je travaille aussi sur l'entre-deux-guerres et je suis frappé de voir qu'il y a, notamment dans les correspondances que reçoivent les hommes politiques, je travaille sur différents hommes politiques du début de la Troisième République, et il y a un courrier féminin très important qui revendique sans arrêt le droit à participer. Vous savez qu'il y a un petit comment dire, milieu qui est très propre à l'émancipation féminine, c'est le mouvement saint-simonien. C'est-à-dire que les journaux saint-simoniens, le mouvement saint-simonien et d'autres d'ailleurs mouvements socialistes, utopistes, considèrent qu'il n'y a pas d'émancipation du travailleur sans l'émancipation de la travailleuse et pas d'émancipation de l'humanité sans l'émancipation de la femme. Ce qui est terrible, je trouve, c'est de voir, même au moment de dilatation maximale de l'espace public français dans le premier 19e siècle, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent la Révolution de Juillet, où il y a une floraison de journaux qui disparaissent très vite, donc qu'on ne connaît pas parce qu'ils ont été très éphémères, mais il y a dans ces journaux quelques journaux qui sont faits par et pour des femmes. Et ce qui est terrifiant, c'est que chez ces femmes qui sont les plus émancipées, les plus libres, les plus instruites, les plus politisées de l'époque, une intériorisation complète du préjugé qui fait que la femme n'a pas son mot à dire dans les affaires politiques, et une forme constante de justification, de dire je sais que je ne suis pas légitime pour dire ceci, cela, et notamment dans les affaires étrangères, qui sont peut-être la chose la plus sacrée, la plus compliquée, qui engage le droit de vie et de mort des nations. Et du coup, leur angle d'attaque, quand elles ont le droit de parler ou de manifester une opinion, c'est souvent, me semble-t-il, d'une façon très empirique ce qu'elles connaissent. C'est-à-dire qu'elles peuvent parler de la condition féminine, elles peuvent parler de la condition d'ouvrière ou d'ouvrier en général, en ce qu'elles sont ouvrières ou d'anciennes ouvrières, mais parler de diplomatie, ça leur est... je trouve qu'elles s'auto-censurent énormément, notamment si vous lisez les ouvrages de Flora Tristan, vous savez, une des voix féminines les plus tonitruantes de l'époque, enfin qui a quand même bien du mal à se faire entendre, on a le sentiment que l'illégitimité des femmes à parler des affaires étrangères est intériorisée par les femmes elles-mêmes, même les plus émancipées. En revanche, si je peux apporter un petit correctif à cela, ce qui est intéressant, c'est à un autre niveau de l'échelle sociale, dans un tout autre milieu, c'est des femmes qui se font une spécialité, notamment la princesse de Liévène, qui est peut-être la plus connue, d'épouser des diplomates ou de devenir plutôt des bonnes amies de diplomates ou de ministres des Affaires étrangères. Elles ont une tête politique très bien faite, elles sont au courant de tout, et la princesse de Liévène joue les entremetteuses dans... Alors, elle a vraiment un parcours compliqué, mais elle est très amie dans tous les sens du terme, à la fois avec Aberdeen et avec Guizot, et elle donne des bonnes idées à Guizot, qui n'est jamais qu'un gros bourgeois protestant mal dégrossi, pour pas être trop gênant quand il est à Londres, au milieu de la fine fleur de l'aristocratie anglaise, mais elle est au courant de tout ce qui se passe, elle est vraiment informée comme un ministre, elle, sans doute, enfin on le voit bien dans sa correspondance avec Guizot, émet des avis très précis, non seulement sur la façon de s'habiller ou de recevoir à Londres, mais aussi des avis proprement politiques. Mais ça, c'est un rôle qui est complètement de l'ombre, c'est un rôle qui existe. De même, quand Guizot demande à Madame de Gasparin ce qu'elle en pense aussi, ça l'intéresse au titre de témoignage d'un milieu, mais sa voix en propre ne l'intéresse pas, et Madame de Gasparin n'aurait jamais l'idée de penser qu'elle peut jouer un rôle dans l'espace public de discussion des affaires publiques, et Madame de Liévène non plus. Elles aussi, elles ont intériorisé l'idée qu'elles peuvent avoir un rôle, mais dans l'ombre, pas dans la lumière. Pourtant, pour finir sur cette idée de lumière, vraiment, je crois que c'est L'Étincelle, l'un des journaux qui est fait par les femmes
en septembre, il doit y avoir 2 numéros en septembre 1830, L'Étincelle, et elles disent elles-mêmes, de l'étincelle naît la lumière, mais elles ont conscience que ça n'a pas duré longtemps, c'est pour ça qu'elles appellent ça L'Étincelle. En ce qui concerne la Belgique, je pense que, enfin, comme toutes les négociations, je pense qu'elles devaient se faire en français. Mais est-ce qu'il y avait des intervenants quand même flamands, même peut-être francophones, mais flamands? Est-ce qu'il y avait une unanimité, des dissensions, une majorité de Wallons, enfin, Alors, entre la France et l'Angleterre, il y a déjà l'anglais qui a fait éruption. Les Anglais, contrairement à ce qu'on croit, négociaient dans un anglais qui a un anglais plus normand peut-être que saxon, enfin très calqué sur la langue diplomatique française, avec beaucoup de mots français, ce qui le rend assez facile à comprendre pour quelqu'un qui parle mal l'anglais comme moi, mais c'est quand même tout en anglais. Au sein des Belges, alors moi je suis plus un spécialiste des relations internationales que de la Révolution belge proprement dite, mais il me semble pouvoir dire sans me tromper que les grandes figures de Potter, le frère de Firmin, Roger dont je parlais tout à l'heure, le Charles, etc., sont généralement des Wallons, que la presse, qui a un rôle important, qu'elle soit pour ou contre l'émancipation de la Belgique, est la presse francophone. Et si vous voulez, il y a une conjonction de 2 ou 3 grands mouvements. C'est le mouvement romantique, le mouvement catholique, avec une dimension parfois sociale forte, et le mouvement libéral, à voire républicain. Et ces 3 mouvements sont des mouvements d'expression plus francophone qu'autre chose. Et à mon avis, ce n'est pas sans poser des problèmes, d'ailleurs encore actuels, sur la paternité de cette révolution et l'esprit qui l'insuffle depuis le début, ceux qui sont légitimes pour la dire et ceux qui ne le sont pas. Mais il est évident que les Belges francophones partagent d'une certaine façon ce que je décrivais de cette espèce d'autosatisfaction française, c'est-à-dire que le français est la langue de la liberté et la langue noble pour défendre des idées abstraites et généreuses comme celles qui animent leur révolution. mais les Flamands sont quand même catholiques. Les Flamands sont quand même catholiques, mais les grandes figures, il me semble, des curés belges qui prennent la parole, c'est en français. En tout cas, alors j'ai peut-être un biais trompeur méthodologique, c'est que j'ai beaucoup utilisé les citations par les journaux français de la presse belge, plutôt que d'aller voir directement la presse belge, mais c'est un biais limité parce qu'ils ont des services, notamment l'agence Havas, qui existe, enfin qui ne s'appelle pas encore comme telle, ou si elle s'appelle déjà comme ça, qui traduit la presse étrangère pour les journaux français, et ils traduisent jusqu'au fin fond des langues scandinaves, donc je pense qu'ils ont des traducteurs de flamand. Alors est-ce que peut-être par empathie culturelle, ils ont tendance à traduire davantage la presse francophone, c'est possible. En tout cas, vu de Paris, ce sont les leaders francophones qui ressortent, ça c'est sûr. Oui, mais ça c'est la langue, mais ça oui. c'est assez logique parce que oui. les élites parlent français. Oui. Mais au niveau des opinions, est-ce que les Flamands étaient également pour l'indépendance par rapport à la Hollande? Oui. Alors d'après le représentant anglais, ils sont beaucoup moins... et du coup, il y aurait une forme d'égalité quasiment entre les deux parties. En fait, non. Ça dépend beaucoup, et puis ça dépend aussi dans le temps, c'est dynamique, ça dépend du tour que prend la Révolution. Au début, il y a quand même une forte volonté d'émancipation, même chez les Flamands. En revanche, quand la Révolution prend un tour presque social, vous avez beaucoup de Flamands qui partent en France parce qu'ils ont peur des confiscations de biens, qu'ils ont peur d'une révolution qui serait socialiste, si vous voulez. Et de fait, il y a des événements de ce genre qui retournent également, d'ailleurs, une partie de l'opinion publique française, conservatrice, bourgeoise, dit oui, mais si c'est ça la révolution belge, on leur avait donné notre bonne révolution qui durait 3 jours et qui ne faisait pas de dégâts et qui respectait la propriété privée. Si finalement la révolution belge, inspirée par les Français, c'est une révolution socialiste, on va cesser de la soutenir parce qu'elle va revenir chez nous comme un boomerang et nous faire beaucoup de mal. Et donc, dans un deuxième temps, on peut dire que la bourgeoisie, mais pas seulement flamande, aussi wallonne, va se dissocier en partie et les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Sur le choix d'un souverain, il y a des différences très nettes et il y a quand même, me semble-t-il, plus effectivement un parti wallon qui veut un prince français. Il y a aussi des idées autochtones. Alors, j'ai plus la liste là en tête, mais il y a finalement, quand il y a des votes qui sont faits, qui ne servent à rien, mais qui sont faits au sein du Congrès belge,
il y a des dizaines, voire 15 prétendants possibles, et il y a notamment des personnalités flamandes qui émergent. Oui, l'opinion publique à Paris, l'opinion publique en France, c'est Paris. Hein, la révolution de 1830, c'est Paris, 48 aussi. Est-ce que c'est la même chose en Angleterre, très centralisée à Londres? Ou est-ce que les grands centres industriels aussi contribuent à l'opinion? D'abord, je nuancerais peut-être votre affirmation, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a... Alors, évidemment, vous avez raison, la barricade, c'est Paris. Un petit peu Lyon, mais c'est Paris. Mais il me semble quand même, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des simultanéités. Il ne faut pas parfois attendre les 3 ou 4 jours que les nouvelles arrivent à Caen, à Lyon, etc. Qu'il y a des phénomènes quasi, de synchronisation entre Paris et la province au moment des Trois Glorieuses, et en tout cas de réception en accord direct. Ceci dit, ce qui est certain, c'est que les contemporains eux-mêmes considèrent que tout se fait à Paris, et que la presse provinciale est, pour l'essentiel, une reprise des journaux parisiens, soit qu'ils soient cités, soit qu'ils soient repris tels quels, même sans citation. Ça, c'est vrai qu'il y a une centralisation énorme et qui limite d'autant, effectivement, le poids de la province, dans la mesure où elle est au courant. Il faut jusqu'à 3 jours, par exemple, pour que Bordeaux soit au courant des éditoriaux parisiens. C'est beaucoup moins vrai en Grande-Bretagne, mais quand même les journaux les plus lus, les plus reconnus par l'établissement sont à Londres. Mais il y a un phénomène qui est assez spécifique à Londres, c'est l'apparition dans ces années-là, dans les années 1830 notamment, d'hebdomadaires de divertissement qui sont vendus à très bon marché, qui sont vendus au numéro et non pas à l'abonnement, et qui se diffusent massivement dans les villes industrielles, donc en dehors de Londres, à Birmingham, à Manchester, etc. Et cette presse, évidemment, elle n'est pas majoritairement politique. C'est une presse de divertissement qui va parler du sport, qui est en plein essor, qui va parler de loisirs, mais qui est aussi quand même politique, et qui fait qu'il y a sans doute, pas seulement d'ailleurs la presse ouvrière, pas seulement le monde ouvrier, mais aussi quelque chose qui est un peu intermédiaire entre le monde ouvrier et les classes moyennes, les domestiques. Les domestiques, qui sont une population très importante dans cette Angleterre, ont accès à une presse bon marché, une presse de divertissement. Et donc, il est probable qu'il y ait un espace public plus large, effectivement, moins fragmenté, Paris et quelques villes qui sont satellites de Paris, et qui est plus uni aussi parce qu'il y a un réseau de chemin de fer qui est très abouti très tôt, et que le pays, tout simplement, il y a des contraintes géographiques objectives. Le pays est plus petit. Donc, à cela, il faut quand même réajouter d'autres particularismes, qui sont les particularismes des petites nations celtes, qui fait que, et d'ailleurs, une des grandes questions pendant toutes ces années-là, c'est la question irlandaise, quelle autonomie on lui donne, etc. Donc, quand on parle de la Grande-Bretagne, il faudrait plutôt parler d'Angleterre, dire qu'il y a une unité, ou en tout cas une dilatation de l'espace public au niveau de l'Angleterre, mais je ne dirais pas jusqu'à la Grande-Bretagne, où là, il y a des problématiques très locales encore qui l'emportent largement sur les considérations de politique étrangère telles que Londres doit les traiter. S'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier encore une fois et à vous dire à la semaine prochaine pour ceux qui viendront voir la conférence la semaine prochaine.